Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Vous êtes bien sur Transparence et vous êtes bien dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud. Bonjour Florian. Aujourd'hui on va revenir un peu sur le thème de la semaine dernière, c'est-à-dire Uramine plus Areva, la réelle politique, Oui. avec un K à la fin. Avec un cas, oui. Tu vas répondre aussi à la question de la manière dont se font les contrats industriels, Mhm, comment avoir des dessous des contrats cartes. EPR futurs. mhm. Et tu vas commencer par parler de Tchernobyl, à savoir la fusion entre Framatome et Kojima, qui ont formé Areva en 2001. Voilà, et qui effectivement, donc Framatome a amené dans ses bagages un contrat effectivement avec disons, concernant, on va dire, la décontamination de Tchernobyl, donc avec l'Ukraine. Qui effectivement avait mis un sarcophage, comme vous le savez, autour de la centrale elle-même et qui avait particulièrement donc besoin d'aide technologique pour essayer d'isoler également les barres de combustible qui continuaient à rayonner fortement au niveau de la centrale. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un premier exemple de la manière dont et ça va être le thème de cette émission, dont on met les choses sous le tapis d'un point de vue industriel quand techniquement ça ne marche pas. Techniquement, on ne maîtrise pas la technologie. C'est ce qui visiblement s'est passé dans ce cadre de ce contrat, puisque donc Framatome, qui avait été donc à qui on avait alloué ce contrat en 99. Et qui donc a été intégré à cette nouvelle structure qui a été créée en 2001, donc qui est devenue Areva, en fusionnant avec la Kojima. Donc Framatome, il s'occupe de tout ce qui est Le cœur nucléaire voilà, normalement. réacteur, Et voilà. et comment Kojima, c'est plutôt... L'approvisionnement nucléaire, Voilà, ouais. en uranium, etc. Voilà. Alors ici, vous aviez effectivement normalement quelque chose qui était une technologie française maîtrisée, mais qui malheureusement ne l'a pas été. Et Framatome, donc qui est devenu ensuite en partie Areva, a perdu le contrat en 2003. Donc vous pouvez avoir tous les détails de cela sur un documentaire de pièces à conviction datant de 2016 que l'on trouve sur YouTube et qui s'intitule Areva de fiasco en scandale d'État et qui est très intéressant. Donc je vous invite à aller le consulter. Areva, donc, de fiasco en scandale d'État, pièce à conviction sur YouTube. Alors, effectivement, on y voit beaucoup de malfaçons, on va dire, que les Ukrainiens essayent de ne pas trop soulever parce qu'apparemment la France est un gros contributeur financier encore de la décontamination de Tchernobyl, donc ils évitent de trop pointer du doigt. Mais il semble clair que avec, par exemple, les 45 millions de pénalités que Areva a dû payer En dédommagement, à l'Ukraine en dédommagement, exactement, au moment où ils ont perdu le contrat en 2003, on n'était pas blanc-bleu dans l'affaire, quoi. Voilà. C'est sûr. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Apparemment, même les conteneurs qui devaient récupérer le combustible n'étaient pas à la bonne taille par rapport au combustible lui-même. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, un deuxième point, c'est Olkiluoto, le fameux EPR finlandais, vous savez, donc qui a donné le prototype, qui était le prototype, en fait, que Areva a essayé de développer là-bas, qui a été vendu à l'origine, visiblement de façon très sous-évaluée. Vous avez par exemple dans ce fameux documentaire que je vous citais tout à l'heure, l'ancien directeur juridique de Areva qui dénonce cette pratique assez fréquente de sous-évaluer pour avoir le marché en fait. Donc un projet industriel d'envergure. Ici c'était autour de 3 milliards d'euros, sachant qu'ils estiment que voilà, on aura à peu près triplé la chose. Donc c'est le député de Courson qui dénonce ceci, semble être une pratique relativement fréquente, dénoncée par la Cour des comptes comme étant le facteur pi, c'est-à-dire 3,14. Alors en gros, on vous vend un projet en disant oui, ok, il est sous-évalué, mais vous verrez, on décrochera tellement de contrats ensuite. Tout ça, c'est pour avoir le marché au début, quoi. Pour avoir le marché au début. Et puis avoir la possibilité de montrer son savoir-faire, comme on dit, pour pouvoir ensuite avoir une vitrine qui, même si on l'a coûté très cher, on a payé très cher cette vitrine, donc là, en pratique, de l'argent des contribuables, eh bien, cette vitrine va nous servir à ensuite obtenir des contrats plus tard. Donc, visiblement, la Cour des comptes est familière de cette pratique. Elle l'a déjà vue dans le milieu industriel français. Et donc, il faut que vous sachiez un petit peu que, visiblement, il y a pas mal de projets initiaux qui dérapent parce qu'ils sont sciemment sous-évalués. Un, pour avoir le marché, et deux, parce qu'on accepte ces pertes-là dans l'idée, on va dire, qu'on va négocier des contrats ultérieurs. Sauf que
Qui c'est qui supporte les pertes? C'est les contribuables, quand il faut renflouer l'entreprise, comme ça a été le cas ici de façon très, très évidente. Mais par ailleurs, évidemment, là, on n'a pas vraiment démontré notre savoir-faire, parce que sur Olkilu Auto, on avait promis des délais extrêmement courts, visiblement que même les Finlandais ne croyaient pas trop, donc 5 ou 6 ans, et on en aura mis 15, puisque là, il vient d'y avoir un peu, enfin, en 2019, l'autorisation, 10 ans après la date prévue, donc de la mise en route, on va dire, de l'EPR finlandais, après de nombreux rebondissements et surtout de nombreux dérapages. Donc ils n'auraient pas respecté leur engagement, en quelque sorte. Pas du tout, non, ça c'est sûr. Voilà, donc effectivement, ce qui est très important, c'est de montrer un petit peu ces pratiques de négociation des contrats. Et je ne pense pas que la France ait l'exclusivité dans ce domaine, mais on voit très bien que, en fait, on prend des risques avec l'argent du contribuable, quoi, très clairement, parce que c'est le contribuable qui sera mis à contribution derrière pour payer les pots cassés si besoin est. Et visiblement, on anticipe dès le début, on se met déjà dans la configuration, on ne va pas y arriver au niveau délai et au niveau prix. Mais là, c'était encore pire. D'après ce documentaire, c'est très intéressant. On y voit qu'effectivement, eh bien, ils ont voulu se lancer dans une totale maîtrise d'un projet clé en main, alors que jusqu'ici, si tu veux, Framatome était seulement, disons, dédié au cœur du nucléaire. Spécialisé juste dans... Voilà. Pas l'ensemble de la centrale clé en main. Hein, voilà. D'abord, apparemment, d'après même l'ancien directeur de la sécurité d'Areva, ils avaient un petit peu perdu la main, ils avaient un petit peu perdu l'expérience dans le domaine. C'est vrai que la grande période de construction des centrales nucléaires françaises, c'était vraiment autour des années fin 70, début 80. Je crois qu'en 7 ans ou 9 ans maximum, on a construit 41 réacteurs. Donc c'était l'époque où on savait faire en gros. Mais depuis, il s'est passé pas mal d'eau sous les ponts. Et outre qu'on essayait de se lancer dans un autre type de moteur, de réacteur, etc. Avec l'EPR, on faisait quelque chose de nouveau. Areva voulait faire le truc clé en main au complet alors qu'il ne l'avait jamais fait, et ça à l'étranger, avec quelque chose d'extrêmement sous-évalué au niveau du timing et au niveau du coût. Puis presque maintenant aussi, peut-être que les technologies ont changé aussi, donc c'est peut-être pas évident de maîtriser tout ça. Ils ont encore des délais qui ont encore été rallongés, y compris au cours des dernières années. Et effectivement, Flamanville est encore, lui aussi, repoussé encore de quelques années à nouveau. Donc, on ne peut pas dire qu'on sache vraiment faire même maintenant, quoi. Hein. Ça reste encore laborieux, dirons-nous. Voilà, donc ça, c'était effectivement quelque chose de très important. Donc, il faut savoir qu'au bout d'un an du chantier qui avait été donc négocié en 2003, apparemment, alors on aurait dit que les plans n'étaient pas prêts, donc il a fallu attendre déjà toute une première phase de plan qui a pris du temps. Ils n'avaient pas de plan de base, eh bien, pas du tout, ils ont tout commencé alors. C'était nouveau, donc voilà, donc je pense qu'ils ont négocié la chose avec un délai très court, mais il a fallu déjà pas mal de temps pour faire les plans. Ensuite, visiblement, ils ont accusé les Finlandais d'avoir des restrictions de sécurité qui ralentissaient le projet de façon très importante. Si on interroge l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise, eux, ils disent que ils ne font que respecter, si tu veux, les préconisations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ils n'ont pas là d'avoir de restrictions spécifiques à la Finlande, quoi. Bon, en tout cas, allez savoir ce qu'il en est. Toujours est-il qu'effectivement, au bout d'un an, quand tout s'est révélé comme étant beaucoup plus difficile à gérer que prévu, eh bien Areva a fait appel à Bouygues pour essayer de maîtriser le projet, de faire une maîtrise totale, maîtrise d'œuvre du projet. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, le chantier a visiblement été un peu bâclé sur certains points. Pourquoi Bouygues ? Eh bien Bouygues pour tout ce qui est construction. Oui. Hein, quand même, construction des bâtiments, de la centrale, etc., y compris visiblement de la partie qui allait contenir le réacteur. Donc les structures, tout ça, quoi. Ils ont pas... Mais des structures sensibles, parce que si tu veux, dans ce reportage dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on interviewe notamment des représentants de Greenpeace en Finlande qui montrent comment des ouvriers du chantier ont dénoncé les malfaçons qui avaient lieu pendant la construction, et ils étaient très frustrés visiblement parce que personne ne les écoutait, et on leur disait même de la boucler, en gros, et de verser le béton sans s'occuper que le ferraillage soit défectueux ou pas fini. À savoir que c'est une zone sensible quand même. Autour du réacteur, quand même, bien mine sûr. de rien. Voilà, donc ça aurait retardé encore un peu le projet. On aurait demandé à Areva de refaire quelques éléments de construction, mais va savoir ce qui aura été vraiment fait ou ce qui aura été mis sous le tapis. Hein. C'est un petit peu le thème de cette émission, c'est les dessous cachés du nucléaire français, si tu veux, sur certains points.
Là, d'un point de vue technologique, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, quand il y a des problèmes, eh ben, on essaye de les cacher. Et l'autre donc gros point que l'on n'a pas eu le temps de détailler la semaine dernière, mais que j'aimerais détailler avec vous aujourd'hui un peu plus, c'est ce fameux scandale Uramine, parce qu'il est également emblématique de la manière dont les contrats, en particulier les contrats à l'étranger, peuvent être négociés avec des caisses noires, avec des détournements quelque part de fonds via des achats surévalués qui servent à alimenter des fonds secrets qui servent à graisser les pattes, en gros, des gens pour obtenir des contrats à l'étranger. Visiblement, c'est le cas avec Uramine, avec ce qui a été décrit également par Monsieur X, que certains connaissent peut-être. C'est une émission qui s'est arrêtée en 2015, si ma mémoire est bonne. Rendez-vous en fait avec Monsieur X qui était sur France Inter avec Patrick Pénaud et il a fait un spécial Uramine et Areva. Donc cette personne dénonçait, c'est ce qu'il faisait, il dénonçait les listes Visiblement, cachées, oui, ce genre de choses, non? C'est-à-dire que c'était un spécialiste visiblement du renseignement français. L'enseignement, Et du coup, il qui, dévoilait tout par vidéo. Sans doute, voilà, pas de façon aussi exhaustive, intégrale, on va dire D'accord. qu'il le pouvait, parce que c'est une émission quand même grand public sur France Inter, vous imaginez. Donc il y a des choses qu'il ne pouvait sans doute pas dire, mais il en disait beaucoup quand même, et c'était très intéressant. Donc il existe toute une série d'archives sur YouTube que je vous invite à consulter, notamment, donc il y a une double émission sur Areva et Uramine, qui date donc de début 2015. Donc ça se situe évidemment avant la mise en examen de Anne Lauvergeon, donc la directrice, si vous voulez, d'Areva pendant 10 ans, de 2001 à 2011, lors de quelque part, de son remerciement par essentiellement le président Sarkozy, lorsque les dérives financières de Areva sont apparues au grand jour, qui a donné lieu également à un pré-rapport de la Cour des comptes en 2013, puis un rapport définitif en 2014, puis du coup une enquête de la brigade financière. Ils se sont fait assassiner, quoi, carrément. Eh ben, disons qu'il a été visiblement démontré, en tout cas en ce qui concerne en tout cas Anne Lauvergeon, elle a été mise en examen pour ça, d'avoir, on va dire, caché des éléments au niveau des comptes, diffusion de fausses informations, etc., quoi. Donc effectivement, je vous invite à écouter ce documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, Areva de fiasco en scandale d'État, à écouter également Areva et le scandale Uramine, rendez-vous avec Monsieur X, donc sur YouTube, que vous trouvez encore, une émission de France Inter. Et puis, il y a toute une série d'articles que j'avais pas eu le temps de citer la dernière fois. Mais effectivement, voilà, je voudrais vous en parler. Vous avez beaucoup d'articles de Martine Orange, donc pour d'autres références, si vous souhaitez voir vous-même plus en détail. Alors, vous avez un dossier complet, scandale Uramine, omerta chez Areva, c'est Mediapart, hein, tout cela. Areva dans le scandale d'Uramine, à la recherche des actionnaires d'Uramine. Uramine, vous avez d'autres sources, par exemple, Uramine, perquisition au siège d'Areva et chez Lauvergeon. Uramine, Anne Lauvergeon met Guéant en cause. Anne Lauvergeon cherche toujours un poste à la hauteur de ses ambitions, ça c'était Le Monde, donc c'est pour montrer ensuite un petit peu le fait que les grands chefs d'industrie, même quand ils ont fait visiblement de grosses bêtises, eh bien on les recase quand même dans des éléments où on cherche à les recaser dans des éléments quand même prestigieux. Ça n'a pas été le cas pour Anne Lauvergeon. On a un autre article qui s'appelle Anne Lauvergeon se recase chez l'opérateur télécom français Sigfox, donc qui est spécialiste dans l'Internet des objets, qui met des antennes relais, si vous voulez, liées à la transmission des messages de l'Internet des objets un peu partout en France. Voilà, vous avez Lauvergeon, EADS, La République des Intouchables, de Vanity Fair, Areva, Olivier Frick, le mari gênant d'Anne Lauvergeon. Donc on y reviendra aussi parce que son mari, en fait, Monsieur Frick, donc je répète, ce n'est pas un pseudo, c'est son nom, a été également mis en examen parce qu'il aurait fait une petite plus-value de 300 000 euros en jouant, en boursicotant, on va dire, juste avant la vente d'Uramine sur la montée des cours d'Uramine. Et on va voir que ça a été tout à fait orchestré. Il est très certainement pas du tout le seul à avoir profité de cela, bien sûr. Mais étant donné qu'il est le mari de Anne Lauvergeon, le délit d'initié a vite arrivé sur le devant de la scène, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, bon, il y a beaucoup de choses autour de cela. Je vous invite donc, par exemple, à commencer à consulter ces articles si vous souhaitez en savoir plus.
Alors, si on résume un peu l'affaire, pour Uramine, vous avez en fait en 2005 une situation où le marché de l'uranium est très tendu. On estime qu'il va y avoir un regain, après l'oubli un peu de la phase de Tchernobyl, un regain de la construction des centrales nucléaires, donc l'uranium va être en forte demande. Beaucoup de banques et autres fonds d'investissement s'y intéressent, ainsi que des entreprises importantes. Donc Areva cherche à sécuriser son approvisionnement. La Chine se développe, cherche également à récupérer des mines en Afrique. Donc Areva cherche à se développer. Ailleurs qu'au Niger, où elle exploite visiblement avec une réputation un peu sulfureuse et des difficultés avec le gouvernement, donc des mines, et elle cherche à investir ailleurs. Donc elle tombe sur cette possibilité d'acheter cette petite société qui s'appelle Uramine, dont elle entend parler en fait au cours, si vous voulez, d'une réunion d'un conseil d'investissement sud-africain, à côté duquel siège, parce qu'elle siège à côté du président Mbeki à l'époque, président sud-africain, auprès de qui on verra plus tard qu'elle aura négocié toute une série de constructions d'EPR, et donc qui justifieront, on le verra après, un certain nombre de témoignages d'initiés dans l'affaire qui auront dénoncé la manière dont on aurait graissé la patte un certain nombre d'officiels sud-africains en surévaluant l'achat d'Uramine de manière à faire détourner dans des caisses noires de l'argent qui allait permettre ensuite de corrompre, on peut dire, un certain nombre d'officiels sud-africains en échange de ces futurs contrats de PR. Vous voyez un petit peu la réelle politique justement de l'obtention de contrats à l'étranger. Je pense que tout le monde est un peu au courant malgré tout du degré de corruption qui peut y avoir dans beaucoup de pays africains. Je pense qu'il n'y a pas que là qu'il y en a, mais effectivement, visiblement, pour obtenir des gros contrats comme ça, eh bien, il fallait mettre la main au porte-monnaie. Et donc, on a visiblement contribué à faire monter l'action d'Uramine à travers des fuites savamment orchestrées juste avant la vente justement d'Uramine. On a, disons, alors c'est important de le savoir quand même, Areva a négocié en octobre 2006 un contrat, une sorte de pseudo-contrat d'exclusivité pour au moins les négociations qui a été négocié par un banquier belge, Monsieur Wouters, Daniel Wouters, qui a été recommandé apparemment par Olivier Frick, le mari d'Anne Lauvergeon. Donc ils ont fait une attaque en diffamation contre les personnes qui avaient l'air de dire que Monsieur Frick était lié à Daniel Wouters. Vous c'est une situation où on marche sur des œufs, évidemment, sauf que il s'est révélé que c'est un petit peu trouble cette histoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'implication de Monsieur Frick dans des potentiels délits d'initiés, en tout cas une récupération de 300 000 € de plus-value sur des titres qu'il aurait achetés un peu avant la vente d'Uramine à Areva. Il y a des choses très troubles, c'est que ce Daniel Wouters qui a donc négocié entre Areva et Uramine la signature de cette espèce de contrat dont je vous parlais, une sorte de projet d'achat, si vous voulez, en octobre 2006. C'est un projet d'achat extrêmement bizarre d'après les spécialistes du secteur, parce que normalement, on encadre avec une fourchette de prix, même quand on ne se met pas complètement d'accord, on encadre avec une fourchette de prix, notamment une fourchette de prix maximale, le prix auquel on déclare vouloir acheter l'entreprise. D'accord, pour éviter justement qu'il y ait des fuites et qu'on fasse monter artificiellement, avec une bulle, si tu veux, financière, une spéculation, le cours des actions de ces entreprises qui sont à vendre. Et là, Daniel Wouters a justement négocié quelque chose qui n'avait aucun plafond. D'accord. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ce monsieur a été embauché après la vente d'Uramine à Areva, a été embauché par l'un des deux fondateurs d'Uramine, qui avait empoché des millions dans cette affaire. Donc les deux fondateurs d'Uramine, en gros, visiblement avaient... Si vous écoutez cet entretien, rendez-vous avec X, vous voyez en détail un peu leur pédigré. C'était pas tout à fait blanc-bleu dans l'affaire. Ils ont mis une petite somme seulement dans l'affaire. Ils ont mis à peu près 100 000 livres. Donc vous voyez qu'ils ont vraiment bien rentabilisé tout ça. Ils ont obtenu des millions, sachant que le coût d'achat lui-même... Pourquoi ils ont mis petit alors ? Pourquoi ils ont mis petit ? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de mettre plus. Ils ont négocié des contrats d'exploitation minière dans des zones, si tu veux, qui ne donnaient rien.
en fait, d'accord? Rappelons, c'était 3 mines essentiellement, une en Namibie, une en Afrique du Sud et une en République centrafricaine. La mine de la République centrafricaine était connue comme étant déjà inexploitable par la COGEMA dès les années 60. Donc Areva, qui est constitué de Framatome et de la COGEMA, avait dans ses archives les éléments qui permettaient de savoir que cette mine, il ne pourrait pas l'exploiter. Oui, parce qu'elle était entourée d'une roche cristalline, l'uranium était entouré d'une roche cristalline qui s'appelle l'apatite et qu'on ne sait pas séparer de l'uranium. Donc, ils savaient dès le départ qu'ils allaient acheter quelque chose de stérile. Donc, finalement, déjà, ça, c'est un premier point. Les 2 autres gisements étaient tellement peu intéressants en Afrique du Sud et en Namibie que très rapidement aussi, on a arrêté leur exploitation. Mais on avait quand même dépensé, outre les 3 milliards les 2 milliards, si tu veux, d'euros quasiment d'achat d'uramine, 1,8 milliard, on avait également dépensé 1 milliard d'infrastructures qu'on a construit, même si finalement, on voyait que ça ne promettait pas ce que c'était censé donner. D'accord, ces mines. Voilà, donc ça c'est très important. Il faut savoir aussi que Areva, juste avant l'achat de Uramine, a mystérieusement acheté des parts, acheté des actions et a contribué à faire doubler si tu veux, la cote de l'action. Donc, ils ont contribué à la bulle financière qui a augmenté les prix d'achat de l'entreprise ultérieure. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bizarre. Beaucoup de choses autour de ça. J'ai plus le temps d'en dire plus, visiblement. Mais il faut que vous regardiez vraiment en détail les documents que je vous ai cités. Plusieurs personnes dénoncent des caisses noires, comme je vous disais, parce que cet achat a été quand même de 2,5 milliards de dollars et que les fondateurs d'Uramine disent avoir reçu autour de 670 millions. Donc le reste est allé à des gens inconnus pour graisser des pattes inconnues. Toujours est-il que le successeur du président Mbeki a résilié les promesses des contrats de PR en Afrique du Sud qui n'aura jamais eu lieu. Merci Dommage. beaucoup, Maud. À la semaine prochaine. À bientôt.